Faire son deuil, c'est compliqué. Et s'il y a bien un sujet sur lequel personne ne peut définir la meilleure manière de l'accomplir, c'est bien celui-là. Et on ne parle pas forcément de deuil humain ou vivant. Faire le deuil d'une œuvre, être triste de l'avoir à jamais fini, c'est normal. Ne vous en cachez pas, et ceux qui s'en moquent sont des crétins. Tenez, moi par exemple, j'ai toujours pas fait mon deuil d'Inside Job. Je suis dans un déni absolu et je m'attends à ce que ça revienne un de ces jours, pourtant je sais bien que c'est mort. Oui, je sais, je suis délu, foutez-moi la paix. Mais si les méthodes changent pour tous, pour certains, le processus est si exceptionnel, si tarabiscoté, si imaginatif et fait d'une manière pourtant si compréhensible pour l'individu qu'il mérite bien qu'on leur dédie une vidéo. Alex Hirsch est de ceux-là. Certains auteurs abordent la fin de leur série de manière différente. Le créateur d'Infinity Train, par exemple, ronge son frein en jetant des fléchettes sur le visage des boss de la Warner. Dana T-Race voit avec bienveillance des fans reprendre son univers et le faire continuer à vivre. Certains, comme Olan Roger, le créateur de Final Space, sont toujours dans le déni et tentent par tous les moyens de faire vivre leur univers une seconde de plus. Et puis certains font comme Alex Hirsch. It just sort of, I woke up one morning like, oh, I know what I'm gonna do. I'm gonna commission a statue of Bill Cipher. I'm gonna go out into Oregon. I'm gonna film that statue. I'm gonna hide a clip of that film inside the episode. I'm gonna throw an international treasure hunt where I go to Russia and I go to Japan and I go to all these other places. I'm gonna hide clues. It's gonna be like National Treasure and the entire internet's gonna work together and they're gonna find this thing. It was just like immediately like, that's what I have to do. Ok Alex, on va voir ce que ça donne. Pour commencer, il est nécessaire de revenir au tout début de notre affaire, le 15 juin 2012, alors que les spectateurs de Disney Channel finissaient de découvrir le premier épisode de Gravity Falls, un truc bizarre est venu conclure la découverte des aventures de Mabel et Dippers. Au départ, les gens se sont pas trop posé de questions, ça se trouve c'était juste un code légal, comme un visa d'exploitation, et puis de toute manière, pas grand monde y avait fait attention. Et puis, il y a eu l'épisode suivant, et celui d'après, et encore celui d'après, et puis la série s'est bâtie une fanbase ultra dédiée, et finalement, ça a fait boum là-dedans. Parce que Gravity Falls, ça a pas été créé par n'importe qui. Alex Hirsch, c'est un créateur qui honnêtement redonnerait le sourire à un mort. Sincèrement, à part Del Toro, je crois que j'ai jamais vu un mec à ce point positif et heureux de faire ce qu'il fait. Ce mec irradie littéralement d'une aura de positivité ultra communicative. Alex is amazing to work with. I have never in my life seen someone care so much about a show or put as much into it as he did. Même Hirsch le dit, il était même pas sûr que les producteurs à Disney aimaient vraiment la série, mais il était sûr que les gars l'aimaient lui. Ce mec irradie tellement de good vibes qu'il arrive à faire fondre les cœurs des costards de Disney. Non, moi je dis, faut envoyer Hirsch face à Zaslav. S'il y a bien un être humain qui peut tourner un site comme David Zaslav du bon côté, c'est lui. Mais non, mais regardez-le, c'est pas possible, ce mec est un ange tombé des cieux, merde. Et en plus d'être un super être humain, c'est aussi le créateur avec un des rapports les plus personnels à son œuvre que j'ai jamais vu. Parce que cette série, Gravity Falls, cet univers, c'est lui en fait. Chaque fibre de Gravity Falls est issue directement de son être, et pas comme le cliché d'un artiste maudit utilisant son œuvre pour exorciser des traumas ou des expériences dures de sa vie. Au contraire, bien plus comme un créatif à qui l'on a laissé l'occasion et la chance de réellement créer quelque chose qui venait de lui, de son esprit, de ses amis, de ses expériences, sans quasiment aucune barrière. L'inspiration de la série, la relation hyper positive entre Mabel et Dippers, les vacances paumées dans les bois loin de tout ça, ça vient de lui, de sa propre relation avec sa propre sœur, leurs propres vacances chez leur propre tante qui vivait dans les bois, leur propre grand-père qui était un menteur pathologique et qui s'appelait Stan. Alors évidemment que le bon Alex, qui met tout ce qu'il tient dans sa série, n'allait pas s'empêcher de mettre son amour inconsidéré pour les codes, les mystères et les puzzles dans sa propre série. Et avant qu'on continue, je veux juste rappeler un truc. La cible de Gravity Falls, son audience cible, le créneau pour lequel cette série a été créée, c'est les préados. C'est pour les enfants de 9, 10, 12 ans. Voilà, maintenant souvenez-vous bien de ça pendant qu'on parle des codes en César, en Adbash et en 1.26. Gravity Falls et les codes, c'est une longue histoire d'amour. Et pour beaucoup, décoder les messages de fin d'épisode de Gravity Falls a été leur premier pas dans le monde des ARG. Alors oui, c'était pas des messages foncièrement durs à décrypter, enfin, au début en tout cas. Des épisodes 1 à 6, par exemple, on était sur du cryptage César, où il fallait décaler de 3 lettres en arrière pour trouver la bonne clé. Et pourquoi 3 ? Il y a 3 journaux, et Bill est mentionné dans le 3e des épisodes, et de manière générale, 3 revient beaucoup dans Gravity Falls.
Ensuite, des épisodes 7 à 13, Hirsch fait passer les messages en code ATBASH, qui techniquement est plus simple que le César. C'est un simple code miroir, A devient Z, B devient Y, etc. etc. Et pour le reste de la saison 1, Hirsch corsera un petit peu le truc et utilisera le code A1Z26, qui est un remplacement de l'alphabet par des nombres A fait 1, B fait 2, etc. etc. Déjà, vous remarquerez, on est sur une bonne base. Et puis, une fois que tout est bien maîtrisé par le public, une fois qu'il est sûr que tout le monde a les bases, il va s'amuser. Ouh là oui, il va s'amuser le Lascar. Il va commencer à combiner les codes. Par exemple, ce message à la fin de l'épisode 20 combine à la fois du A1Z26 et du ATBASH et du César. Et puis il va ajouter ici là du Wagner, un nouveau type de chiffrement qui va demander à la fandom de trouver une clé planquée dans l'épisode pour décrypter le code. Décryptage qui la plupart du temps donnera un nouveau message à décrypter en utilisant des méthodes précédentes qui elles-mêmes donneront un nouveau message à décrypter et ainsi de suite jusqu'à enfin trouver le bon message. Oui, je vous rappelle, on est toujours dans une série prévue pour les jeunes enfants et les pré-ados. Et non, ce n'est pas à ma connaissance une opération secrète de la CIA pour entraîner des agents dormants. Cela dit, on pourrait avoir légitimement quelques doutes. Et à partir de la saison 2, le bon Alex décrétera dans sa grande starbise que l'école était finie et que Gravity Falls allait devenir le temple du code. Alex va péter un boulon. Non, parce que pour l'instant, c'était bien mignon, un petit code à la fin de ton épisode, tu décodes ça avec l'aide de Reddit et tout le monde il est content. Puis est apparu Bill. Oh, Gravity Falls, it is good to be back! Name's Bill Cipher! Et maintenant, comme si l'influence du démon se faisait de plus en plus forte sur l'univers de la petite ville, des codes, il y en a absolument partout. Tenez, rien que dans cet épisode, là, et là aussi. Et d'ailleurs, celui-là, une fois décodé, nous donnera Curse You Marilyn, un code qui n'aura donc une réponse que 10 ans plus tard, parce que c'est rien de moins qu'une ref à The Owl House. La fameuse Marilyn, la fameuse ex-femme d'un jour de Grunkle Stan, n'étant autre que Edda elle-même. Ah, vous le saviez pas ça, hein? Bon, en tout cas, ça prouve surtout que Hirsch s'entoure de gens qui sont bien dans le même délire que lui, hein. Au final, si on compte les panneaux et tous les codes planqués ici et là dans la série, on arrive tout de même sur un joli score de 148 codes, bordel de merde. 157 si je compte les shorts sortis entre les saisons 1 et 2, 159 si je rajoute ceux dans l'épisode hommage de Amphibia, et si je rajoute ceux présents dans tous les bouquins avec des trucs aussi tordus que du binaire mixé avec du Wigner, du César et du foutu Morse, on monte à 291 codes. Et encore, je suis même pas sûr de ce nombre, parce qu'il y a un des codes qui menait à un site qui s'appelait Search for the Blind Eye, où Hirsch se marrait à planquer des indices en ASCII dans les futurs épisodes, dans le foutu code source de la page. Alors, quand la série touche à sa fin, quand vient le moment du dernier code, du dernier message, de sa dernière lettre d'adieu mystérieuse pour ses fans, Alex savait qu'il fallait marquer le coup. Pour lui, pour les fans, pour Gravity Falls, la Cypher Hunt allait commencer. Bill, tout seul, quelque part dans une forêt. Bon, déjà, on va admettre que c'est pas très rassurant comme truc. Clairement, j'aimerais pas croiser ça la nuit. C'est une des grandes forces de Bill d'ailleurs, en vrai, hein. Il est tout simple dans son design, mais ça le rend encore plus foutrement terrifiant. Bref, j'aimerais pas tomber ça au détour d'une balade, et les gens sont immédiatement dit qu'il y avait quelque chose. Eh, les gars, ils ont décodé 157 codes en 2 saisons, hein. Ils se sont rapidement doutés que Alex leur préparait une dernière surprise. Et le 20 juillet 2016... Un petit passage en César avec la première clé du premier épisode, à savoir un décalage de 3, et hop, bienvenue dans la Cypher Hunt, que la chasse à l'ultime mystère de Gravity Falls commence. Humans in general, we don't like endings. We don't want to believe that we're going to have an ending. We don't like it when a movie ends or a book ends or our favorite show ends. For that reason, writing a finale is nearly impossible. Tout d'abord, en suivant la même méthode, à savoir du César en base 3, on décolle le texte au-dessus de la statue, l'image de Bill qui nous donne l'ambiance et le but de cette chasse. The urban legend has come true. Cypher's statue's calling you. The secret map is in your hand to trace the clues across the land. Les nombres eux aussi sont codés, mais loin de nous donner une localisation, ils donneront simplement, une fois passé en 1.26, puis en ATBASH, puis en décalant de 3, le nom de Pines. Pines! You know what, kid? You've convinced me. I'm sold! Comme si Bill se moquait une nouvelle fois de Dipper par un indice long à décoder, mais pourtant totalement inutile. La dernière phrase, elle, sera un message directement de Hirsch à ses fans, et probablement le plus important qu'il pouvait donner, et qui fera de cette chasse un événement particulièrement positif et collaboratif. Don't forget, it's all for pleasure. The hunt itself's the real treasure. But a prize awaits the first one there. Be safe
be smart, and of course, beware. Hirsch dit clairement que si récompense il y a pour le premier arrivé, elle ne sera pas monétaire et ce qui compte c'est le jeu en lui-même. Ainsi, il va supprimer tout esprit de compétition de la chasse. On participe ainsi à la chasse pour son plaisir, pour son amour de Gravity Falls, pour le fun et pour le sentiment de partager une dernière fois avec des gens qui n'ont comme point commun avec nous que le fait d'être fan d'une étrange petite série et rendu fou de code. C'est plutôt cool comme perspective, non ? Bon. Alex a pris tout de même quelques mesures plus concrètes pour cadrer la hunt. Ce qui ne manquera tout de même pas de lui jouer certains tours, ça je vous le garantis. Mais dans un tweet, il va tout de même donner un règlement plus clair et légalement tenable, dirons-nous. Tout d'abord, et comme ils le disent eux-mêmes en interview, la chasse restait un event non officiel et uniquement géré par Hirsch sans aucune participation de Disney. Les règles sont plutôt simples. Aucun moment il ne sera nécessaire ni autorisé de pénétrer dans un domaine privé, sauf chez une bande de nodes, mais ça on y reviendra. Il est tout de même évidemment nécessaire de faire attention à ce que l'on fait, et si l'on rencontre Bill, surtout, ne pas lui serrer la main. Donc oui, basiquement, un règlement qui peut se résumer par « Ne faites pas les cons par pitié parce que oui, sinon c'est sur moi que ça retombe ». Il est imaginatif peut-être, mais il est pas fou non plus, le Alex. Tout cela étant fait, il est temps de trouver le premier indice, non ? Celui-ci n'est pas foncièrement dur à trouver. Déjà, en prenant le texte décodé et en ne regardant que les lettres rouges, on forme le mot « Russia ». Bon, visiblement le premier indice sera là-bas. Ensuite, et si vous êtes très culturé, ce dont je ne doute pas un seul instant, ou que vous viviez en Russie, ce qui était le cas d'une partie de la commu, vous aurez sans doute reconnu les plans au sol de la cathédrale de Notre-Dame de Kazan à Saint-Pétersbourg. Comme dans toute bonne carte au trésor, le X indique là où creuser, et caché derrière un pilier de la cathédrale, on trouve dans un petit tube d'acier le tout premier indice. Et maintenant, je vais vous demander de prendre un peu de recul vis-à-vis de ma dernière phrase. Parce que ça, l'indice, le tube, c'est Hirsch qui l'a posé, tout seul, pas accompagné par Disney. Hirsch, l'américain, qui s'est pointé en Russie, avec un message crypté planqué dans un tube en acier pour le planquer derrière un pilier d'une cathédrale en plein milieu de Saint-Pétersbourg. This was a bad idea. Because if you're an American going into a Russian airport and they catch you and they find a capsule which inside has a magnet, which inside has a code, you look as much like a spy as anyone could possibly look like a spy. Ce que ça montre surtout, c'est que tout ça, tout ce qui va suivre, tout cela respire un amateurisme plein de passion et de désinvolture qui donne un smile énorme, mais aussi qui a donné énormément de sueur froide à Alex Hirsch, comme on va le voir. Parce que la hunt, elle aurait très bien pu s'arrêter là, avant même sa première étape, avec un Hirsch tout couillon de sa propre désinvolture, dans une cage russe, avant que le consulat US ne le sorte de là. Cocaïnum. Mais quittons la Russie pour revenir à notre indice. Et pour pas changer, c'est encore un texte. Et pour pas changer, c'est encore crypté comme un message de la CIA. Je vous épargne le déchiffrage, qui de toute manière n'a pris que quelques heures à la commu, particulièrement déter et rodé de Hirsch, et on obtient un nouvel indice. Finally the hunt can begin, so switch your rebels out for Yen. Turn left when you're at the shrine's door. When you reach the statue, turn left once more. In the leftmost corner in the back is the info that you lack. A sword and a crescent mark the clue. Cypher's statue's calling you. Visiblement, on est parti pour un temple, ce qui vous allez voir va être un motif relativement récurrent. Et un pays qui a le yen comme monnaie, il n'y en a pas des centaines, donc direction le Japon. Et là, on va découvrir qu'il y a un moyen très simple pour trouver les indices en fait. C'est que ce bon Toto d'Alex Hirsch, il a profité de ses vacances pour faire tout ça. Donc, si on remonte son fil photo et qu'on chope celle de ses vacances au Japon, eh ben on tombe rapidement sur le sanctuaire de Kanda Myojin, en plein milieu de Kyoto. Parce que, évidemment, c'est un énorme weeb. Et derrière une des emma, les petites plaques de bois où on inscrit des prières, on trouve l'indice suivant. Consider in your quest for truth, the hunter of the fountain of youth. 400 before his name is written. Outside the gate is where it's hidden. Find what's lost to pass the test. From a shrine that's east to a shrine that's west. Alex nous montrera par contre encore sa fantastique chance de cocu et sa confiance absolue en sa communauté de crack parce que rien ne lui assurait que les moines n'allaient pas simplement balancer sa plaque avec le reste quand le nettoyage du temple serait fait. Mais en tout cas, c'est la dernière fois que Alex baladera sa commu à l'autre bout de la planète. À partir de maintenant, la chasse retourne aux États-Unis et va y rester. Le 400 avant que son nom ne soit écrit, c'est probablement une adresse. Pour le nom plus précis, on trouve rapidement Ponce de León, un conquistador, ancien gouverneur de Porto Rico, dont la légende dit qu'il est parti à la recherche de la fontaine de Jouvence, avant de se faire fumer par des Amérindiens en Floride. Bon, après problème, les États-Unis, c'est plutôt grand, donc doit y en avoir un paquet des rues Ponce de León. Eh bah, pas tant que ça en fait, hein.
Bon, de toute manière, Hirsch nous avait dit que ça se trouvait près d'un sanctuaire. Et ainsi, au 400 Ponce de León, Atlanta, Géorgie, un soir de pluie. Oh, that's it! That's it! Oh my god! This is very rained out, though. All right. Put it on the ground. Guys, we found it. There's a lost poster. There's a lost poster for Waddles. But it's extremely rained out. Super faded. Sauf que, pas de bol, et nouvelle preuve que Alex, il avait pas tout prévu, sinon il aurait mis cette affiche d'un Waddle perdu dans une pochette plastique pour éviter que le truc soit complètement lavé par la flotte. Coup de bol absolu, par contre, les infos importantes étaient encore lisibles. Enfin, les infos. Évidemment que c'était encrypté comme toujours. Across from the stones of the springs, you'll find some peculiar things. Tied to a root is a lone pink key. Dig to find what waits for thee. Bon, ça nous avance, mais pas des masses. Pas d'adresse, pas de localisation, juste que ça serait près d'un pin avec des racines. Ce qui, vous en conviendrez, propose une aire de recherche un tout petit peu large. D'ailleurs, cette fameuse clé rose, bah au final, on saura jamais ce que c'est. Personne n'a jamais été foutu de deviner ce que ça voulait dire, et même si Hirsch tentera de ressortir l'indice plus tard, au final, l'indice ne sera jamais trouvé. Mais comme vous allez le voir, des cafouillages et des indices perdus, c'est pas ce qui va arrêter Alex. Par contre, le numéro noté sur la fiche est intéressant. Quand on le compose, on tombe sur un message de Grunkelstan. Un message évidemment dicté à l'envers, parce que Hirsch est un sadique, et que les fans vont devoir noter mot à mot pour l'inverser et trouver sa signification. Ou alors exporter l'audio pour faire un backward sur un logiciel de montage, oui. C'est plus simple. En tout cas, ça nous donne ça. Hello, it's Grunkelstan, and I have a riddle for you. What has 2 legs during the day, 4 legs during the night, and it's red and white? I don't know. I'm no good at this riddle. It's an ochre court, all right? The next clue, it's an ochre court. It's like a big old building in Rhode Island, and you go up some stairs and there's gonna be a bunch of pictures of nuns on the wall. You gotta look behind one of the nun pictures. Sister Mary Hilda Miley. Real grouchy, that nun. Lift up the picture, you find the clue behind the nun, alright? That's the whole thing. Be careful with the picture, don't break it. I don't want you to get anyone in trouble. Alright, you don't want Uncle Stan going to jail. Anyway, go to the place, look behind the nun, find the thing, and always look out for mysteries! Et là, on arrive sur le côté marrant d'un ARG amateur dont la communauté est très active, mais que le reste du monde s'en tape royalement de tes délires, et que ton indice, ça fait des mois qu'il a fini dans la plus proche poubelle. Et là, je vous demande d'imaginer une bande de nonnes voyant débarquer dans leur université privée une meute de nerds accros à la chasse au trésor en quête d'une photo de leur ancienne mère supérieure derrière laquelle serait planqué un code menant vers un indice, menant vers une statue d'un dieu maléfique du chaos dans une série animée passant sur Disney Channel. Mais vous allez vous barrer, oui. Ça a quand même fini avec la mère supérieure qui tout de même était au courant du truc, qui a dû se pointer pour virer tout le monde alors que Hirsch, dans la panique la plus totale, se ruait sur Twitter pour tenter de régler le problème. Et le plus drôle, c'est que dans cette panique absolue, il envoie ça. The nuns have won, but the battle's not lost. We are still far from done. Find the pink key. I'll pay the cost. Sauf que les gens, quand on leur redemande cette foutue clé rose, bah ils savent pas où elle est, parce qu'ils l'ont jamais trouvée, parce qu'elle était sur l'affiche. Oui, vous vous souvenez, tu te souviens Alex, ton affiche lavée par la pluie, donc quasiment illisible. Donc une nouvelle fois paumé, les gens demandent à Alex un nouvel indice, ce que, évidemment, bien généreusement, il donne. When one branch closes, another path may still be open. Return to what was, and try again, while awaiting something new. Et là, au lieu de comprendre « revenez à l'indice précédent et attendez que je bidouille quelque chose, please », ils se disent « return to what was, return to what was ». Mais oui, on va retourner chez les nonnes, on a dû manquer un truc. Maintenant, ça va chier. Heureusement, Hirsch évite le meurtre de fans par non interposé et poste un numéro de téléphone où Stan nous annonce le nouvel indice. A man whose first name is his last. A statue honoring his past. Right behind him, by the sign of his park, a golden head shows light in the dark. I don't know what that means. Glad I don't have to go out there and figure this out. Wonder what's on TV.
Au final, tout cela mène au Griffith Park de Los Angeles. Là, les fans trouvèrent une tête de Grunkle Stan peinte à l'arrache et planquée comme un dealer rejetterait sa cam dans un parc dans lequel Hirsch a bourré un papier écrit à l'encre invisible. Et tout ça juste pour occuper la horde en les envoyant à l'autre bout de la ville, histoire que lui-même ait le temps de tracer jusqu'à Century City à Los Angeles, lieu choisi de manière absolument full random sur Google Earth parce que de loin, en plissant les yeux, si on y croit très fort, ça ressemble à Bill Cipher, d'y placer un numéro de téléphone, de retracer jusqu'au studio, d'y enregistrer un nouvel indice ni vu ni connu je t'embrouille, tout en espérant que le texte planqué dans la tête de Grunkle Stan occupe la foule suffisamment longtemps pour qu'il se fasse pas choper pendant le processus. Et bien sûr, il arriva ce qu'il arrive toujours avec un plan aussi tordu et aussi compliqué, et bah une réussite totale, figurez-vous. Et enfin, c'est un groupe de fans accompagné de Ariel Hirsch, la sœur de Alex, et donc l'inspiration de Mabel et Jason Ritter, la voix de Dipper, que le groupe de fans trouve enfin le 5e indice. Temps de l'opération finale, 3 heures. Et des fans, au final, bien contents de leur rencontre avec la sœur de Hirsch, et surtout Jason, ravi de faire plaisir aux fans. Et au final, tout ça, ça a surtout dû donner un Alex Hirsch qui a dû pousser le plus long soupir de soulagement de sa vie, ainsi qu'une sympathique série d'animation bannie à vie de l'université catholique du coin. Qu'est-ce que vous voulez, on peut pas gagner sur tous les tableaux. Well, I think it's safe to say we all just lost a bit of respect for you there, Claire. En tout cas, le fameux indice se révèle être une conversation entre Stan, Soos et le fantôme d'une nonne. Ce qui est étonnamment approprié vu que des nonnes ont failli faire la peau à ses fans. En tout cas, c'est après un petit dialogue qu'on obtient le lieu suivant. Alright, kids. The next clue is a kind of tricky one. You see, this is one that can only be found by someone who is currently in the building it is hidden in. That's right. I'm looking for students at the California State Summer School of the Arts. Only CISA students can find this clue. I don't want anybody else going to CISA. Bon, là c'est plutôt facile, il suffit de se pointer à l'école et de trouver à peu près n'importe quoi lié à Gravity Falls. Ce qui, dans une école d'animation en pleine hype de la chasse et remplie d'étudiants qui pour certains sont eux-mêmes fans de Gravity Falls, se révèle être une recherche plutôt rapide. Alors, on sait toujours pas exactement où se situait l'indice, vu que le tweet de ceux l'ayant découvert ont depuis été supprimés, mais d'après Hirsch, ça se trouvait quelque part dans les entrailles de l'école. Et vu qu'il en vient, je suppose que ça devait quand même être plutôt bien planqué. Bref, une suite de numéros est trouvée à côté d'un petit dessin de Bill. C'est évidemment de l'hexadécimal parce que pourquoi faire simple quand on peut faire effroyablement compliqué, et la manière dont le code est agencé laisse supposer des coordonnées géographiques. Bon, par contre, il a quand même laissé un piège parce que certaines des coordonnées balançaient en plein milieu du triangle des Bermudes. Mais une fois correctement décodé, bienvenue à Piedmont, Californie. Charmante bourgade et lieu de naissance des jumeaux Hirsch, tout comme des jumeaux Pines d'ailleurs. Là, Alex demandera l'aide de rien d'autre que Maman Hirsch pour lui demander d'aller enterrer un cryptech et une clé en forme de cochon quelque part dans le parc du coin. Vous remarquerez que c'est pas le genre de demande qu'on s'attend à recevoir de son gamin, mais je pense que Maman Hirsch doit être un petit peu habituée, vu comment son fils a tourné, je veux même pas imaginer comment il était quand il était gosse. En tout cas, entre ça et la participation de sa sœur plutôt dans la chasse, Hirsch a vraiment fait de toute cette improbable course au trésor une affaire familiale. Comme au final Gravity Falls n'était rien d'autre qu'une lettre d'amour à l'enfance qu'il a eue, une manière plutôt belle et poétique de boucler la boucle pour lui. D'ailleurs, si on peut dériver un instant, c'est comme ça que lui-même le voit. Tout ça, toute cette chasse, tout ce mystère, c'est l'enterrement le plus joyeux et positif que le monde de l'animation ait pu voir. Une dernière aventure où cette fois les personnages s'incarnent dans leur public, transformant une horde de nerds en autant de Dipper et de Mabel, et leur offrant tel un Stan bienveillant une sacrée dernière aventure. Yeah! Un enterrement! On arrive! Vas-y DJ, fais le son! Cela dit, tout bienveillant qu'il est, Hirsch, il est aussi un petit peu dans la sauce. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Shia LaBeouf et de son drapeau? Ici, le truc bizarre, là où Reddit s'est mis à traquer un drapeau paumé dans un champ juste pour le plaisir de faire Shia LaBeouf. C'était quoi la leçon que ça nous avait appris? Alors, déjà que Reddit est fou et malsain, bon ça c'est une chose, c'est plutôt établi. Mais surtout que si tu donnes du temps et un mystère à suffisamment de gens, tu vas te retrouver avec une horde qui bosse H24 sur n'importe lequel de tes mystères, tout aussi capillotracté qu'ils soient. Et là, tes mystères, je ne leur prédis pas un grand avenir. Du coup, Hirsch, qui bosse sur sa chasse depuis des mois et des mois, il est bien embêté quand en moins de quelques jours, tous ces indices tombent les uns après les autres. Lui, il a pas envie que tout ça se termine, et on peut le comprendre, c'est juste trop fun comme événement, t'as envie d'en profiter à max. Du coup, il trouve un moyen de mettre un petit pic de difficulté, car une fois le cryptech ouvert, l'indice mène dans une poste de Los Angeles.
Ah oui, c'est vrai, les gens ont ouvert le cryptech. Hein. Alors d'abord, ils ont galéré à le trouver, mais genre vraiment galéré. Hein. À tel point que Hirsch a dû tweeter une carte dessinée à la totale arrache pour les guider vers l'emplacement tellement il galérait. Le code pour ouvrir le cryptech, c'était Pines. L'indice était sur la dernière image qu'avait partagé Hirsch, mais je pense que les gens ont même pas dû aller chercher si loin. C'est probablement un des premiers mots de passe que les gens ont utilisés. Et dedans, ils ont trouvé l'adresse 1825 N Vermont Street. Une poste avec dedans l'ultime recours que Hirsch et son pote ont trouvé pour mettre un petit stop à leurs fans et leur laisser le temps de souffler. Okay, what the? Oh, look at it's a code. Can we make it real a little bit? Oh my god. Oh my god. Je vous présente le puzzle quasi monocouleur de 2000 pièces de Bill de la Cypher Hunt. Let's go! Ah, ils voulaient du challenge, ils allaient être servis. Mais pensez pas que c'est un moment de mou pour la chasse, hein. En vrai, c'est un des moments les plus vivants et intenses de la chasse. Parce que toute cette séance de puzzle va presque se transformer en mini-convention non officielle. Jason Ritter va venir pour chiller avec les fans avant que le casier ne soit ouvert. Jeff Rero, un des scénaristes, va venir faire un coucou et distribuer des copies gratuites de Deeper and Mabel and the Curse of the Time Spirit. Et puis t'as Scott Jones, celui derrière les marionnettes de Old McGucket Conspiracy Corner, qui va venir jusqu'au bureau de poste avec ses marionnettes. Même Hirsch va venir faire un coucou aux fans de temps en temps. Une vraie petite convention, je vous dis, et qui va durer le temps que les fans finissent le puzzle. Ce qui va prendre... une grosse semaine. Ah oui, quand même, hein. Et puis de la bonne semaine, à base de relais pour aller manger et dormir, des gens qui vont juste pas dormir, ou d'employés de la poste qui étaient de plus en plus saoulés par la horde qui occupait leur poste. Mais tirez-vous, nom d'un chien! C'était tellement infectement dur que Hirsch a dû leur désigner sur Twitter les parties du puzzle qui contenaient l'indice, histoire de au moins les guider un petit peu. C'était tellement horriblement dur qu'ils ont dû finir par créer une version numérique du puzzle pour que toute la communauté puisse participer. Et d'ailleurs, pendant qu'ils sont occupés, je vais vous raconter une petite anecdote qui personnellement me fume de rire. Pendant l'écriture de la saison 2, toute l'équipe penchait sur une question assez simple, à savoir comment tuer Bill. Ce qui, vous en conviendrez, quand on voit la tête du Lascar. Alright, listen up, you one lifespan, three-dimensional 5 cents skin puppets. For 1 trillion years, I've been trapped in my own decaying dimension, waiting for a new universe to call my own. Name's Bill, but you can call me your new lord and master for all of eternity. Oui, voilà, c'est pas le truc le plus évident du monde, on parle quand même d'un dieu. Et bah Hirsch, cet énorme Toto, a rien trouvé de mieux que de laisser en plein milieu de la zone visitable des studios, et ça pendant des mois, un énorme tableau blanc, avec marqué dessus en gigantesque « How to kill God ». Et mon bon Alex, je pense que c'est pas top comme idée ça quand tu bosses pour Disney. Je suis sûr et certain, il y a des familles ricaines qui ont visité ça, qui ont vu ça, et qui se sont dit « Mais tu vois Stacy, je te l'avais bien dit, ils sont sataniques ces maudits dessins animés, hey, je suis américain !» Ah, ça y est, le puzzle a fini de cuire. Ah non, on me dit que le puzzle, en fait, les fans, ils ont décidé de le brute force comme des gros sagouins, en extrapolant sur la version digitale avec Photoshop, et ils ont fini par trouver l'indice avant que la version physique et numérique ne soit finie. Mais même pas parce qu'ils avaient craqué le code. Non, c'est un mec qui est tombé dessus complètement par hasard, qui a posté l'indice, alors que tout le monde se butait le crâne sur ce foutu puzzle. Alors oui, ils avaient déjà le début de la localisation, mais c'est vraiment par accident que le mec est tombé sur le gnome de jardin qui contenait l'indice. Quant à la localisation du nain, il se trouvait à Portland, Oregon, plus précisément au croisement de Tillamook et de Rodney Avenue. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a un magasin de weed juste à côté. Voilà, donc à partir de maintenant, ma théorie personnelle, c'est que le mec était complètement défoncé, qu'il a vu un nain de jardin rigolo, et que Dieu merci, le mec connaissait Gravity Falls. Bon, par contre, les gens, va falloir le finir, le puzzle, quand même, hein, parce que c'est Hirsch, il s'est fait chier à le faire, le puzzle. Donc maintenant, les gens, vous le faites, le foutu puzzle. Après, Hirsch est pas vache, il leur promet une vraie récompense s'ils le font. Et une fois la version virtuelle finie, Hirsch tint parole et dévoila des prises coupées et inédites de la série, et rien de moins que le pilote originel encore jamais diffusé de Gravity Falls, quand le puzzle fut enfin fini en physique. Ce qui n'arriva que quand, au plus profond de leur désarroi, les fans se rendirent compte que 2 pièces avaient purement et simplement disparu. Et là, tel le héros qu'il est, Hirsch déboula dans la poste avec 2 pièces faites à l'arrache en papier mâché, les a peintes vite fait en jaune et compléta le puzzle. Bon gars le Alex, bon gars. Thanks to these brave, insane people, I will be posting the Gravity Falls unaired pilot on the internet. Yes! Very soon. I never thought I was gonna do it, but you guys have earned it. It's weird, you might not care for it, but you earned it. Et c'est ce genre de scène qui me fait avoir la pensée suivante. Une communauté de fans, ça peut être la plus belle chose du monde.
Ça peut maintenir en vie des licences, ça peut conserver la hype pour vous et votre série, ça peut faire de votre œuvre un point fixe dans le temps. Il n'y a rien de plus important pour la mémoire de ton œuvre que sa communauté. Tu pourras avoir le meilleur format, les meilleurs scénarios, la meilleure saga. Si tu oublies de gérer ta commu, c'est tout ce que les gens retiendront. Et je veux pas faire passer Hirsch pour un mastermind, probablement qu'il a fait tout ce qu'il a fait sans vraiment avoir de plan fixe en tête, mais instinctivement, il a pris en main ses responsabilités. Je sais que c'est un peu un lieu commun, mais il me semble bon de le rappeler. Un créateur est responsable de sa communauté, dans ce qu'elle fait de plus beau comme de plus vil. Et même au-delà de cela, un créateur modèle, qu'il le veuille ou non, sa communauté de fans. Ce que Hirsch a fait, probablement sans le vouloir, en présentant à ce groupe de gens, tous uniquement liés par leur amour pour sa série, cette face de lui-même, sa bonhomie, sa joie de vivre, sa bienveillance et sa bonne humeur, c'est de l'influence. Une influence ultra positive qui transforma une bande de nerds regardant trop de dessins animés en une foule de joyeux explorateurs cherchant, traduisant, coopérant tous ensemble dans un but commun. Que la chasse n'ait pas de prix, pas de récompense autre qu'une symbolique, c'en est certainement le plus beau des symboles. Cette communauté a tellement naturellement positivement été gérée par Hirsch que la seule motivation du jeu a été suffisante pour les pousser à accomplir des petits miracles de coopération. Et cette philosophie de fandom, comme j'aime à l'appeler, depuis sa création par Hirsch, elle a fait ses petits. Parce que les fandoms héritiers de Gravity Falls, celui de Zero House, de Amphibia et même dans une moindre mesure de Inside Job, eh bien ils sont composés peu ou prou par les mêmes personnes. Et c'est parce que Hirsch les a poussés à la coopération, les a poussés à se lier, à s'entraider, à s'unir pour décortiquer ses messages et ses codes, puis pour trouver sa statue, qu'ils sont restés une des fandoms les plus saines. Bien sûr, cela est aussi dû à l'œuvre en elle-même, une œuvre positive dans son message et sa forme, comme les séries citées précédemment, évidemment que ça a plutôt attiré un public qui tend vers cet état d'esprit. En attendant le couillon qui est tombé au pif sur l'indice, il se retrouve avec la suite de l'énigme dans les mains. Mais cette fois, heureusement, pas de puzzle infamement dur, juste un message de Hirsch, évidemment cryptique, mais toujours aussi joliment écrit. To the redwoods you must race. If you're confused, you're in the right place. The gift shop's not too far. The password will buy the eyeball jar. Et un master view. Oui, non, parce que ça a un nom ces trucs-là en fait. Quant aux photos qu'il contient... C'est sûr que vous pourriez vous dire que c'est n'importe quelle baraque perdue dans les bois, mais les fans de Gravity Falls, eux, ils auront reconnu la célèbre Confusion Hill. D'ailleurs, on retrouvera aussi une photo des chutes de Snoqualmie, rendue célèbre par Twin Peaks. La chasse commençait ainsi à doucement remonter les inspirations de Hirsch, comme s'il avait voulu que ses fans bien-aimés fassent le même chemin que lui, soient inspirés par les mêmes éléments de décor que lui, et peut-être en tirent eux-mêmes plus tard une inspiration. Pour en revenir à Confusion Hill, son histoire est amusante. Première inspiration pour la Mystery Shack de Krankenstein, elle a aussi commencé comme un petit projet étrange, une boutique tout à l'envers, où l'on vendait plein de bizarreries sans grande valeur, pièges à touristes annoncés, où paradoxalement les touristes rendaient en connaissance de cause, pour profiter de son ambiance bizarre et bon enfant, et s'amuser des objets évidemment bidons qu'ils y vendent. Et même si le concept peut paraître bizarre, ne vous y fiez pas trop, parce que à l'instar de Gravity Falls, c'est devenu une vraie petite célébrité cette boutique, en tout cas pour les fans de mystère et les amateurs d'architecture bizarre. Et vu l'endroit, vous doutez bien que les gérants de Confusion Hill, il a pas fallu grand chose à Hirsch pour les convaincre de se mêler à la combine. Cette fois-ci, pour que soit remis l'indice, un code devait être donné. Ce code planqué évidemment quelque part dans la boutique. Ah oui, ils perdent pas le nord les gars, s'ils peuvent tirer un ou deux sous de la horde de nerds qui allait sans doute se pointer, ils allaient pas se priver. Pas de bol par contre, parce que c'est un mec tout seul qui s'est pointé à retourner la boutique, trouver l'indice, qui était quand même écrit à l'encre invisible derrière la caisse enregistreuse, parce que Alex est fourbe à ce point-là, et s'est fait remettre le bocal d'œil et le nouvel indice. Bon, là c'est relativement simple, il faut juste aller dans le village paumé au plein milieu de l'Oregon, trouver la paire de poteaux téléphoniques et trouver l'indice. Mais non, parce que rien ne se passe jamais comme prévu, et les deux Gugus partis en vadrouille ont été foutus de trouver l'indice, de le perdre presque immédiatement dans la foulée, passer plusieurs heures à retourner la zone comme des foutus castors, pour une nouvelle fois retomber sur le dit indice qu'ils avaient eux-mêmes perdu. Ah non, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Même Hirsch, qui suivait tout ça de loin, bouillait intérieurement d'une frustration que je dois bien l'avouer, me semble tout à fait légitime, en voyant les deux Lascars passer en boucle à côté de l'indice. Enfin tout ça, au final, pourquoi? Voyons voir notre nouvel indice. Roger Tufter knows the place, behind a sign buried at the base, near Paz Laundry on the hill. Here lie the bones of a man named Bill. Alors, Roger Tofty, c'est qui encore celui-là? Eh bah, à la surprise de personne, Robert Tofty, il est un petit peu comme Alex Hirsch. Lui aussi, c'est un amoureux de l'Oregon et de la nature, et lui aussi, il a la tête pleine d'idées bizarres.
tellement qu'il a acheté quelques acres de terrain pour y fonder son propre parc de l'imaginaire, du bizarre et de l'étrange. Un espèce de joyeux petit bonhomme comme Alex qui a eu très envie de faire un truc très bizarre et qui est très heureux de ça. Prenez vos clics et vos claques, direction la forêt enchantée. Et là, nouvelle anecdote. Parce que c'est une famille qui a tracé jusqu'à la forêt enchantée pour y trouver l'endroit indiqué, la fameuse tombe de Bill. Rassurez-vous, c'est une fausse, hein. Alex n'est pas à ce point cinglé, même si ça aurait fait des souvenirs de famille relativement cocasses. Sauf que pas de bol, alors que tout le monde suivait la petite famille se taper la plus grosse déception de leur vie en ne trouvant absolument rien, c'est un mec, encore une fois, full random, qui postera l'indice. Et une fois décodé, cela nous donnera ça. Return to where it all began. The final clue is in your hand. The parchment can be such a tease. The answer's written in the trees. Alors, ça y est, c'est le dernier indice, la chasse est déjà finie. Pas vraiment. Parce que cette dernière énigme de Alex Hirsch allait être la plus tordue de toutes. Pour la base, on comprend qu'il faut revenir à la toute première image, celle avec qui, un mois plus tôt, Alex avait commencé la hunt. Oh, parce que je vous avais pas dit, mais tout ça, ça prend pile poil place durant les 2 mois de vacances de juillet-août de cette année-là. Littéralement, comme Mabel et Dipper, les participants eux aussi ont eu droit à leur été mystérieux et fantastique. C'est plutôt cool, non ? Le X et les pointillés complètent la carte, ça c'est plutôt évident. Sauf que maintenant, faut trouver un message qui était planqué depuis le début dans le fond du dessin. Vient alors 3 jours. 3 longs jours d'une galère intense, où chaque foutu détail de chaque foutue branche sont étudiés. On pense à tout, au nombre de branches, aux veines du bois, on compte les nœuds, les feuilles, les bourgeons, tout. Certains laissent carrément tomber et se mettent à fouiller au plus grand dépit et contre toutes les instructions de Hirsch de ne pas se mettre en danger, dans des lieux random de la Californie. Voilà, les mecs cherchent littéralement 3 arbres dans cet état-là. Bon, tu me diras, aujourd'hui, avec tout ce qui a cramé, ça réduirait pas mal le champ de recherche. Mais tout de même, ça reste une technique à l'efficacité pour le moins douteuse. Heureusement, avant qu'un couillon se fasse bouffer par un ours, Alex demande à sa commu s'ils ont pas besoin d'un petit coup de main. Autant vous dire que les fans ont plutôt répondu oui. Et mon Dieu, la solution. Mais Alex, mais nom de Dieu, mais ce sont des nerds, bordel de merde, pas des agents de la CIA, des nerds. An urban legend arcade game. Give the method's correct name. Mathematically, the letters hide in branches and knots, no matter the side. Le jeu, c'est évidemment Polybus. Enfin, je dis évidemment, moi je suis né en 96, autant dire que Polybus, j'en ai jamais entendu parler. Les gens comprennent alors que la solution, c'est un carré Polybus. Un code qui... Bon, écoutez, j'ai pas tout compris comment ça marche. Par contre, j'ai capté que ça marche avec un carré 5x5 et des paires de nombres et un mot-clé qui donne la clé pour décrypter le message. Ça a l'air effroyablement compliqué, je veux même pas essayer de commencer à comprendre. Mais les gens vont quand même devoir découvrir un pattern numéraire qui colle dans les branches et les nœuds de l'arrière-plan qui pourront convertir en nombres. Déjà, ça c'est pas coton. Mais ensuite, il faut trouver quelle taille le carré fait et quelle version on parle de Polybus et tester le tout avec toutes les clés qu'on a rassemblées durant la hunt. Bon, là on en est au stade où certains membres de la communauté appellent carrément des crypto-analystes pour aider, parce que on en est à ce level de difficulté. La commu est tout de même maligne et commence à faire des suppositions pour aider à trouver une base, pour aider au décodage. Et littéralement comme le fit Alan Turing pour craquer la machine nazie Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que oui, on en est à ce stade où je peux sincèrement vous faire une putain de comparaison avec Turing et Enigma, et que je suis sûr que celle-là vous l'aviez pas vu venir, et comme Turing, qui s'était rendu compte que certains messages étaient constamment signés de... disons HH, pour ne pas faire sauter cette vidéo, les fans ont extrapolé la position de la statue, qui est à la fin de l'adresse. Et de par l'histoire de la série, il y avait de grandes chances pour que la statue soit quelque part en Oregon. Donc ouais, les mecs qui ratissaient la Californie depuis plusieurs jours, ils étaient partis pour continuer un moment, hein. Vu que le dernier indice allait être une localisation, on savait que le message finirait plus que probablement par OR, l'indicatif de l'Oregon. À partir de là, et par des techniques que je vais même pas faire semblant de comprendre, les fans arrivent à un résultat probable. Bon, après, va quand même falloir fouiller une sacrée zone, hein, parce que la ville, elle a des parcs et des forêts de partout. Et là, l'indice que je trouve le plus malin, le plus évitant, mais pourtant le mieux caché, se révèle. Les pointillés, c'est pas juste des pointillés, c'est un chemin. Alors oui, Jackie, vous allez me dire, no shit, c'est un chemin, merci, on s'en doute. Mais moi, je vous dis, attendez, c'est pas n'importe quel chemin, c'est littéralement le tracé de Google Maps.
Ils étaient là, depuis le début, les derniers mètres à faire, la dernière route menant à Bill, visible aux yeux de tous, le dernier secret de Gravity Falls, toujours visible depuis tout ce temps. Et le 2 août, après presque 1 mois et demi de chasse, d'énigmes, de codes, d'indices perdus et de routes ratées, de panique et d'improvisation, de collaboration et d'unité dans le monde réel autant que sur internet. There it is! There it is! Oh my god! Oh my god, I found it! Holy sh... Oh my god! Okay, sorry, that was really loud. But I found it! Oh my god, guys, I found it! Et comme promis par Hirsch, une récompense était bien là, pour le premier à atteindre Bill. Et c'était probablement la meilleure de toutes. Congratulations on finding the Bill Cipher statue, Bill's final resting place. Whosoever finds this treasure is hereby the new mayor of Gravity Falls. So use your title well. Chances are you didn't do this alone, so share the wealth. You are an amazing fan. Your pal, Alex Hutch. Et à ce stade, je pense qu'on pourrait sincèrement se demander pourquoi. C'est vrai ça, pourquoi tiens? Qu'est-ce qui fait que ça a autant marché? Par quel miracle ce nerd en chemise de bûcheron à la passion un peu bizarre a réussi avec autant de facilité à fédérer autour de lui une armée aussi déterminée? Au fond, une communauté à ce point unie, soudée et positive en même temps, en dehors de son cadre de création, c'est un cas rare, presque une exception. Et pourtant, c'est ce mec, sans aucun community training, qui a réussi, là où des armées de CM ne parviennent qu'à vainement tenter de transformer des nids de crabes en quelque chose d'à peu près respectable. Et peut-être que c'est parce que Hirsch a compris plus que les autres ce que signifiait une communauté. Bien plus que des gens unis par la même passion ou l'amour pour le même univers, ce que recherchent les gens dans cette abnégation parfois bien vénère dans leur univers de fiction, c'est bien plus qu'une envie de partage que celle d'appartenir à un groupe. Et peut-être que Hirsch, lui-même, ce groupe, c'est quelque chose que lui-même a toujours plus ou moins cherché. Je veux pas faire de spéculation sur son état d'esprit interne, mais il suffit de l'entendre parler plus de 5 minutes sur son travail pour se rendre compte d'à quel point les concepts de groupe, de communauté, de partage, d'appartenance à ce groupe lui sont chers. Sans rire, le mec peut pas passer plus de 5 minutes d'interview sans louer le travail de ses collègues, de ses inspirations, de sa famille, de ses amis et d'à peu près toutes les personnes qui l'entourent. Faire partie d'un groupe social fort et soudé, avoir des camarades sur qui compter et qui comptent sur lui, c'est clairement quelque chose qui lui est extrêmement cher et qui lui tient à cœur. L'esprit de groupe et probablement même l'esprit de classe. Parce que même si lui-même n'en fait pas partie, il comprend les classes pop ainsi que leurs besoins de communauté et d'histoire commune. Et il leur parlera d'ailleurs à de nombreuses reprises, étant lui-même d'ailleurs plus que probablement au courant des conditions très précaires de beaucoup de ses collègues dans ce monde toujours plus précarisé que celui de l'animation. Les Pines et Stan lui-même d'ailleurs étant présentés comme des bons prolos rois de la débrouille et conscients de cet état comme le montre bien leur relation envers la bourgeoisie de Gravity Falls. Pacifica's rich, Mabel. She's cheating at life. Et sans vouloir jouer trop les rouges, le sens de la communauté que Hirsch recherche, il se voit aussi dans son rapport à celle-ci, toujours très humain et très positif, toujours inclusif et ouvert, toujours prêt à accueillir de nouvelles personnes, dans une communauté dont les membres se comprennent, se respectent et évoluent ensemble. Et sincèrement, c'est rare de trouver un espace aussi positive et aussi accueillant. La fandom de Gravity Falls est probablement une des fandoms les plus ouvertes que j'ai eu le plaisir de découvrir. Et en ça, dans son but de créer une communauté, de créer un groupe dans lequel lui-même se sentirait accepté, Hirsch a fait là une réussite absolument parfaite. Et on peut analyser ça autant qu'on veut, mais en fait je pense que c'est plutôt tout simple finalement. Pourquoi est-ce que cette communauté est devenue ce qu'elle est? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi bonne, aussi positive? Pourquoi est-ce qu'elle a un rapport à ce point horizontal? C'est parce que son créateur a toujours, plus que tout, voulu en faire partie. Et pas en faire partie plus que les autres. Pas avoir une position supérieure aux autres au sein de celle-ci, pas comme son chef, pas comme son leader, mais simplement comme un fan, comme n'importe qui apprécierait la série et qui chercherait, comme lui, d'autres personnes qui seraient fans de cet univers étrange et bizarre qu'est celui de Gravity Falls. One of my memories was where my group gelled together. There was this moment where we were walking across the field and I caught our reflection, and it was me, scrawny kid,
with this stupid, hideous, tie-dyed shirt. My buddy Elliot, this tall, lanky dude with all these pencils, and this girl Jojo, who were all black and had a cape and was looking around. We just looked like the nerd Avengers, you know what I mean? And I caught our reflection, I was like, I have a crew. I hadn't had that feeling before, like I have a crew of art friends, and we're all on a mission together. This hasn't ever happened before. Même si dans l'ombre, un prétendant secret pourrait réclamer son titre. Oui, parce que quand les gens ont ouvert le petit coffre au trésor, enterré devant la statue, ils trouvèrent, entre autres messages de Alex et goodies de la série, un tas de fausses pièces de Grunkle Stan. Et l'une de ces pièces portait la dédicace Bradley Peak. Mais alors, qui est ce Bradley Peak? Un fan? Un enquêteur? Un cryptographe de génie qui aurait en secret et avant tout le monde découvert la statue? Mais comment est-ce qu'il aurait pu faire? Sans le puzzle, sans le nain de jardin, sans le poster de Waddle? La réponse est plutôt simple et signe la plus grosse attaque de panique qu'Alex s'est tapée de toute la Hunt. Bradley n'est ni enquêteur, ni cryptographe, ni devin. Bradley n'est même pas fan de Gravity Falls. Et plus encore, Bradley ne sait même pas ce que c'est Gravity Falls. Mais Bradley, il s'en fout. Parce que Bradley est simplement un mec qui vit à Reedsport, Oregon. Et qui, une balade le menant dans les bois de sa ville bien-aimée, fit la rencontre de Bill. Totalement au pif. Voilà, ça a dû être la découverte la plus chelou de sa vie et j'espère qu'il faisait pas trop sombre. Mais Bill venait d'être découvert par un pur hasard, par un total random. Coup de bol et réactivité extrême de la part des connaissances de Hirsch, l'affaire a pu être étouffée dans l'œuf. Bradley, comme beaucoup d'Américains, est sur Reddit et évidemment que face à l'étrangeté de sa découverte, il n'a pas hésité à demander l'aide d'un Reddit spécialisé dans les mystères non résolus. Et Reddit, qui vous en doutez, est légèrement, massivement fréquenté par la commu Gravity Falls. Et par un miracle absolu, le premier fan de Gravity Falls à tomber sur le dit post était l'individu derrière le compte The Mystery of Gravity Falls, un très gros compte Twitter ayant à la fois un contact direct avec Alex Hirsch et la connaissance de la Hunt avant même que celle-ci ne soit lancée. Parce qu'au moment où le post est fait, la série elle est même pas finie, les gens sont même pas au courant de l'existence de la Hunt, donc vraiment la chasse aurait pu finir avant même qu'elle soit teasée dans l'épisode final. Quand je vous dis que cet ARG est un putain de miracle, c'est pas pour rien. C'est donc un Hirsch en paniquant tous ses grands morts de voir son ultime hommage foutu par terre, qui contacta Bradley, lui expliqua tout et lui demanda de supprimer son poste le plus rapidement possible, pour ne pas évidemment tout gâcher. Et bon prince, Bradley accepta. En échange de 100 balles, ainsi que de pouvoir prendre tout le crédit sur la découverte après la chasse. Ok, Bradley est un énorme rat. Bien évidemment, absolument personne, même après 2022 quand Alex révéla toute cette histoire, ne le considère comme le véritable vainqueur de la chasse, et d'ailleurs en réalité tout le monde s'en fout un peu de ce mec. Et ainsi, prit fin la grande et unique Cypher Hunt, lettre d'amour étrange et passionnée d'un créateur bourré de talent à une commu tout aussi talentueuse. Et non, parce que même quand c'est fini, la galère continue. Parce que, alors que tout se passait bien, que la statue devenait doucement un petit point de pèlerinage pour les fans, certains allant même jusqu'à briser la règle de Hirsch, vu qu'on aura droit à cette photo d'un bébé serrant la main de Bill, et donc, se faisant, selon Alex, officiellement possédé par l'esprit du démon. Mais au-delà de la possible réjouissance d'un dieu maléfique un de ces jours, c'est un problème bien plus terre-à-terre qui mit mal à l'existence même de la statue. À savoir le conflit de proportions proprement bibliques entre la nana avec qui Alex avait passé l'accord pour poser la statue et son voisin apparemment complètement taré qui estimait que la parcelle était en fait sur son terrain et donc appela les flics. Oui, les flics qui vinrent, retirèrent la statue et la ramenèrent au poste. Bill finissant donc littéralement sous les barreaux, avant qu'Alex arrive encore une fois à la rescousse pour payer la caution de Bill et au passage nous donner cette incroyable, cette improbable photo d'un Alex tout content de sa connerie chez les flics avec sa statue. Il décide finalement de visser Bill sur un arbre d'un parc avec l'autorisation du parc en lui-même, mais ça aussi ça foire et Bill se fait voler son chapeau par on sait pas qui, mais apparemment ça serait peut-être un fan un peu con qui voulait garder un souvenir. Ça y est, la Bill il est passé 5 étoiles sur GTA, tout le monde veut sa peau. Ça confine à l'absurde quand Alex propose aux 10 fans de venir faire un échange du chapeau, mais que le gars décide de ne pas se pointer pour laisser le pauvre Bill définitivement sans chapeau. Et finalement, et dans un bel esprit de conclusion, après avoir connu les conflits territoriaux de l'Oregon, la police et l'emprisonnement, les agressions, les mutilations chapelières, Bill finit enfin par trouver la paix et finira sa vie sous l'étroite surveillance des fidèles et assidus employés de Confusion Hill. Après tout, qui de mieux pour reprendre la tâche de Grunkle Stan que ceux qui ont été son inspiration directe. Et là repose encore Bill, visité tous les jours par les fans et les curieux, qui à leur tour font grandir petit à petit le trésor à ses pieds, ajoutant tous leurs petits souvenirs de la série, de la Hunt ou juste de leur voyage, dans ce grand tas de briques et de brocs, formant au final
le plus précieux des trésors est probablement ce que Alex avait toujours voulu. Je trouve cette histoire fantastique. Pas seulement parce que c'est la preuve que des communautés bâties à partir de rien peuvent donner les plus folles et les plus belles des chasses au trésor, mais aussi parce que cette chasse a réussi au-delà de tout ce qu'elle avait prévu. Oui, elle a été amusante, amatrice, mal ficelée, à certains moments probablement pas assez sécurisée, et sauvée à l'arrache un nombre incalculable de fois. Mais cela lui a donné tellement de vie et tellement de force. Le fait qu'elle ne soit pas backée par Disney, que tout cela ne soit que du fait de Hirsch et de ses fans, ça fait de cette chasse une œuvre, un événement intrinsèquement collectif, intrinsèquement communautaire au sens le plus noble du terme. Et pourtant la chasse, quand on la compare avec d'autres ARG, n'a rien de particulièrement exceptionnel. Son caractère international l'a fait sortir du lot, certes, mais elle est au final infiniment moins compliquée que des cadors du genre Cicada 3301. Mais elle a ce petit truc, ce petit quelque chose. Ce que les Français qualifient de... je ne sais quoi. Qui en fait l'un des plus beaux. Hirsch pensait que cette chasse serait juste pour lui la manière de faire le deuil de son œuvre, mais au final elle est devenue, pour tous ceux ayant participé, et les totos comme moi qui l'ont découvert bien plus tard, le symbole de quelque chose de plus fort. Une fandom, destinée à devenir un symbole pour toutes les autres. Une communauté, un groupe uni par une passion commune, unis tous ensemble dans un seul objectif. Faire vivre, dans un dernier éclat, leur série bien aimée avant de tous reprendre leur vie. Plus que la chasse en elle-même, ce que j'ai essayé de vous faire découvrir, et ce que je vais, via cette nouvelle émission, tenter de vous faire découvrir de temps en temps, c'est une communauté, de ce qu'elle est capable de créer, de ce qu'elle est capable de faire, de ce qu'elle est capable d'accomplir quand elle est unie dans un même but. De ce que des gens, unis par rien d'autre qu'une passion commune, peuvent créer de beau, d'intelligent, d'amusant et d'imaginatif. C'est aussi pourquoi cette vidéo sera aussi pour vous l'occasion d'agir en tant que communauté. En m'associant à l'initiative lancée à Mecha Devancy et Lodoniri sur Instagram, j'ai lié cette vidéo à une cagnotte qui vous permettra d'aider directement Mohamed Taïsir Douaima, un garçon qui lui aussi aurait sans doute aimé participer à ce genre d'événement, mais dont la famille et la vie se sont vues détruites par les incessants massacres de l'armée israélienne sur le peuple civil palestinien. Je vous invite à donner, si vous le pouvez, à partager ce genre de cagnotte et à continuer, en tant que communauté, à vous mobiliser pour les causes qui vous semblent justes. I do what I do because it's right, because it's decent, and above all, it's kind. It's just that. C'était le premier épisode de Fandom, j'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut.